Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les Carrefours de l'IA, le rendez-vous mensuel pour découvrir les cas d'application de l'IA en entreprise, mais aussi des résultats de recherche. Donc les Carrefours de l'IA sont organisés dans le cadre du programme Wallon en intelligence artificielle qui se nomme Digital Wallonia for AI et en partenariat avec Trail, qui est le consortium des universités et des centres de recherche de la Fédération Wallonie-Bruxelles, avec AI for Belgium et avec l'AWEX et les Hubs Digital Wallonia. Alors aujourd'hui, nous aborderons le thème de l'IA au service de la santé. Le programme se déroulera de la manière suivante. Une introduction par Giovanni Briganti, qui cédera ensuite la parole à Wim Vos et Julien Guyot sur l'utilisation de l'IA sur des images médicales pour aider à la gestion de la pandémie du Covid à Liège. Ensuite, Frédéric Lambrecht nous parlera d'Osimis et l'IA appliquée à l'imagerie médicale. Et enfin, on clôturera la séance avec Raphaël Marais sur le projet Cytomine, Biflows et l'Open Science et la reproductibilité dans le domaine de l'analyse d'images biomédicales. Alors, je vous invite à tous couper vos micros et vos caméras si vous ne présentez pas, notamment pour le public. Donc, j'ai le plaisir de laisser la parole et d'accueillir Giovanni Briganti, qui sera modérateur de cette séance. Alors, Monsieur Briganti, vous co-dirigez le Working Group AI for Health d'AI for Belgium, qui, je le souligne, est partenaire de cet événement. Et vous êtes médecin psychiatre au CHU Brugman, chercheur postdoc à Harvard, spécialisé dans l'IA bayésienne, et vous enseignez l'IA en médecine à l'UMONS et à l'ULB. Je vous laisse la parole, Monsieur Briganti. Merci, Monsieur Hublet. Alors, je vais juste présenter brièvement pourquoi l'IA en médecine c'est important, pourquoi l'IA en médecine ça me passionne et ça aussi devrait vous passionner, et quels sont les enjeux que j'estime importants à l'heure actuelle. Alors, personnellement, je suis donc médecin, mais je me suis spécialisé dans l'IA assez tôt dans mon cursus de médecine. J'ai appris à coder et je suis spécialisé dans les réseaux bayésiens, qui sont une approche très intéressante en machine learning, donc bayésien. C'est important, en tout cas j'ai perçu ça comme important, puisque dans mon domaine, la psychiatrie, on connaît encore très peu sur les maladies mentales, et l'IA nous aide en fait à les caractériser, à découvrir les interactions entre les symptômes d'une maladie mentale. Alors, ensuite, j'ai découvert que l'IA avait tellement d'applications en médecine et cela m'a permis de confirmer que la branche que j'avais choisie était donc la bonne, et c'est pour ça que je suis un peu hybride entre les deux, entre un médecin et un peu un ingénieur, et j'essaye justement via mes enseignements de rapprocher les deux professions puisqu'on a tellement de choses en commun et qu'on peut en fait mettre en commun. Alors, je dirige le groupe de travail AI for Health. Qu'est-ce que c'est AI for Health? Au sein d'AI for Belgium, qui est la plateforme, on va dire, nationale pour l'intelligence artificielle, la plateforme belge pour l'IA, il existe plusieurs groupes de travail par domaine d'application de l'IA. Le domaine pour la santé et pour la médecine, c'est AI for Health. Et donc, je suis responsable de ce groupe de travail où nous avons plus de 200-300 personnes qui sont activement impliquées dans ce working group. Nous avons un board, un conseil d'administration qui est composé par tous les majeurs stakeholders des partenaires principaux pour moi dans l'innovation de l'IA, c'est-à-dire le secteur public, les hôpitaux, les médecins, les patients, les infirmiers, les entreprises et les universités. Et pour moi, c'est un enjeu très important de pouvoir innover main dans la main, au moins avec le support des patients, avec du secteur public, entre ce triangle de médecins, hôpitaux, entreprises et universités, afin de produire d'emblée de solutions d'IA innovantes et qui puissent être facilement applicables à la clinique. AI for Health est donc un levier pour développer tous ensemble des IA meilleures qui puissent aider les patients. Et donc, je vous invite d'ailleurs, si vous en avez envie, à participer à nos événements. Alors, l'IA, juste pour introduire très brièvement le projet, en tout cas l'IA en médecine. L'IA en médecine, j'aime bien la diviser en deux volets. J'aime bien la diviser en un volet clinique, donc l'IA qui va vraiment aider le clinicien au jour le jour dans finalement
son approche avec le patient, ce qui entoure le patient et finalement le processus clinique en part entière. On peut le retrouver dans ces IA, des IA diagnostiques, des IA de monitoring, des IA de prédiction. Et on va trouver ensuite tout un autre volet d'IA qui est souvent un peu oublié par le débat public, c'est les IA paracliniques qui vont soutenir le processus clinique, qui vont entourer le contact en patient, mais vont soutenir également les processus hospitaliers. Je parle là des IA qui peuvent en effet finalement aider à faciliter les charges administratives du médecin, à faciliter les processus hospitaliers, la gestion des risques, la logistique, ainsi de suite. Donc l'IA a un très gros pouvoir pour la médecine et c'est pour ça que je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir vous introduire les différents orateurs qui vont nous présenter quelques exemples de ce défi, de ce gros défi qui nous attend tous, puisque le système de soins de santé va évoluer de façon très vertigineuse dans les prochaines années et évolue déjà à l'heure actuelle. Alors, notre premier orateur est Wim Vos. Monsieur Vos occupe le poste de CEO chez Radiomix. Il cumule plus de 15 ans d'expérience dans différents postes de direction au sein d'entreprises actives dans l'imagerie quantitative. Les forces de M. Vos résident dans l'identification des bonnes opportunités. Il dirige son équipe en faisant preuve d'un esprit novateur, en s'appuyant notamment sur sa forte expérience et sur son réseau. Avant de rejoindre son entreprise Radiomix en 2019, M. Vos a cofondé Fluida, où il a d'abord dirigé l'équipe de développement technique, puis été responsable des activités commerciales à l'échelle mondiale. Monsieur Vos est titulaire d'un master en ingénierie aérospatiale de l'Université de Delft aux Pays-Bas et un doctorat en physique de l'Université d'Anvers en Belgique. Et dans le cadre de ces carrefours de l'intelligence artificielle pour la santé, Monsieur Vos va aborder l'utilisation de l'IA sur les images médicales pour aider à la gestion de la pandémie du Covid-19 dans la région de Liège. Et c'est un projet qui est initié par le CHU de Liège en collaboration avec Radiomix dans le but d'offrir une réponse innovante à la crise sanitaire. Dans ce cadre-là, nous avons la chance d'avoir le docteur Guyot, Julien Guyot, qui est médecin spécialiste en médecine respiratoire et soins intensifs et qui va témoigner aux côtés de M. Vos de l'intérêt d'impliquer des cliniciens et des corps de métiers médicaux aux avancées technologiques. Bref, tout ce qu'on peut rêver, un médecin et un technicien qui nous présentent ensemble l'IA. Voilà, je vous laisse la parole. Merci bien pour l'introduction, Giovanni. Je ne sais pas si tout le monde sait voir mon écran. Normalement, ça devrait se faire. Merci. C'est OK. Peut-être ajouter un petit truc à ton exposé, Giovanni. Je pense que quand on regarde l'IA dans la santé, il y a encore un troisième bras qui n'était pas mentionné. C'est le bras où on utilise l'intelligence artificielle dans le développement de nouveaux produits. Alors ça, c'est un projet ou des projets qui sont souvent relatés aux projets avec les entreprises pharmaceutiques. Et c'est là où Radiomix joue aussi un rôle. Alors, je vais commencer avec une petite présentation sur l'entreprise. Alors, Radiomix, c'est un spin-off qui est basé à Liège, qui est basé sur une technologie qui sort de l'université de Maastricht. Et c'est vraiment les fondateurs du domaine Radiomix qui sont les fondateurs aussi de notre entreprise. On se focalise sur l'identification des données qui sont un peu cachées dans l'imagerie médicale et qui sont très difficiles à distinguer avec l'œil d'un radiologue. Et là, on utilise le Radiomix, le deep learning, le federated learning, et on se focalise surtout sur le domaine de l'oncologie et maintenant aussi dans le domaine respiratoire. Notre but final, c'est aider les entreprises pharmaceutiques et biotech dans leur programme de développement de nouvelles molécules ou de nouveaux traitements et aider les cliniciens dans leur prise de décision de traitement avec les patients qu'ils voient sur base journalier. Alors, la technologie Radiomix, c'est quoi? La technique Radiomix, ça se base sur des images médicales en format DICOM qui sont utilisées pour trouver des organes, la maladie, par des méthodes de segmentation.
Puis, on fait une caractérisation de ces zones qu'on a identifiées et sur base de ces paramètres qu'on s'est quantifiés, on commence à faire des statistiques, de l'intelligence artificielle pour vraiment donner des outcomes qui peuvent être pris en considération pour une prise de décision, soit dans le développement d'un produit ou dans la gestion d'un patient. Dans tout ça, il y a 3 choses qui sont hyper importantes. La première chose, c'est est-ce que c'est répétable ce qu'on fait? Alors, au sein de Radiomix, on a pas mal de procédures pour garantir si on fait l'analyse d'un scanner 2 fois, qu'on arrive au même résultat. Le deuxième truc, est-ce que les résultats sont fiables? Est-ce que ce qu'on donne comme paramètre, est-ce que c'est lié au patient et est-ce que ce n'est pas lié à la qualité du scanner? Et la troisième question, et ça, c'est où on se base sur notre expérience, est-ce que ce que nous on voit, est-ce que c'est pertinent pour la prise de décision? Parce que s'il n'y a pas de pertinence, tout ça ne sert pas à grand-chose. Et je vais vous montrer un petit peu un exemple sur la pertinence. Ici, vous voyez un Kaplan-Meier curve d'un groupe de patients qui a été traité par une chimiothérapie. Et on voit bien en noir le temps de survie de tous les patients. Maintenant, si on prend l'imagerie comme on le prend d'habitude et on regarde que la taille via RECIST, on peut identifier 15% des patients qui répondent au traitement. C'est la ligne verte. Mais maintenant, avec le Radiomix, on peut regarder beaucoup plus que juste la simple taille. On peut regarder la forme et la composition du tumeur. Et en utilisant ça, on peut générer des modèles prédictifs pour trouver les patients qui vont répondre au traitement. Et si on fait ça, juste en utilisant le scanner avant que le traitement commence, on peut diviser les groupes comme ça. Ici, vous voyez qu'on peut trouver 50% des patients, si on les groupe, qui ont un temps de survie qui est très comparable avec ce qu'on observe avec le RECIST tout seul. Et on peut aussi trouver un groupe de patients qui ne répondent pas du tout au traitement, et c'est les lignes bleues. Alors là, il y a une vraie pertinence pour un choix de traitement qui peut être utilisé dans la clinique. Maintenant, je vais aborder un peu sur le projet qu'on a fait ensemble avec le CHU de Liège. C'est un projet où on a été approché par le docteur Julien Guillot, qui est avec nous, en mois de mars ou février-mars l'année passée, avec une question très, très pertinente et urgente. Est-ce que vous pouvez nous aider à identifier si un patient a une infection positive avec le SARS-CoV-2 virus? Alors, on a commencé le travail assez vite. On a développé un software as a medical device. On a fait le travail scientifique en moins que 2 semaines. On a fait le trajet régulatoire en 5 semaines. Et depuis 1 an maintenant, c'était la dernière semaine d'avril de l'année passée, on a une solution qui tourne, qui donne une réponse binaire. Ce patient a une infection, oui ou non. Et on a analysé plus que 7500 patients à jour. Et là, on a travaillé ensemble, ni seulement avec le CHU, mais aussi avec Osimis, qui nous permet d'avoir le gateway direct entre le CHU et nos serveurs à nous. Dans le développement technique du software as a medical device qui s'appelle Covia, on a travaillé avec 2 sets de patients, un set de training qui consistait de 1200 patients qui étaient certainement négatifs parce que c'était des patients qui ont reçu un scanner bien avant que le Covid est arrivé en Belgique. Et puis, on avait une base de données de 180 patients qui ont eu un test positif, PCR. Sur ça, on a entraîné un modèle d'intelligence artificielle et on l'a validé sur un autre set de 650 patients qui étaient ou scannés avant
octobre 2018 ou après le 28 mars 2020 qui avait un test PCR ou négatif ou positif pour ce deuxième groupe-là. Alors, si on regarde la performance du modèle qu'on a développé, on a un AUC de 0,88 et on l'a optimisé pour avoir un NPV, Negative Predictive Value, qui est très élevé. Et là, on est arrivé à une Negative Predictive Value de 95% pour être sûr si le modèle dit que le patient est négatif, qu'on ne voit pas un patient qui est potentiellement positif chez lui pour un peu contaminer des autres patients. Et c'est ici que moi, je vais m'arrêter, je vais passer la parole à Julien pour qu'il explique un peu l'expérience du côté clinique CHU. Bonjour, merci Wim de m'avoir passé la parole. Donc clairement, dans l'épisode de la pandémie Covid, on a contacté Wim chez Radiomix et Wim a un très bon background dans le respi, ce qui nous a permis de rapidement nous comprendre sur l'importance et l'intérêt de réaliser un outil diagnostique pour nous aider dans le clinical workflow. Alors le problème en général quand on parle d'intelligence artificielle en ce qui concerne la vision simpliste des médecins parfois en ce qui concerne l'intelligence artificielle, c'est que souvent il nous est proposé des outils clés sur porte avec vraiment une black box qui ne nous permet pas trop de savoir ce qui se passe ici. Et clairement, on a voulu, avec Radiomix, mettre en place un outil assez transparent avec nos patients, nos données, qui était cohérent avec la demande des acteurs du terrain. Alors, quand on regarde un peu l'évolution des soins de santé, quand on regarde 20-30 ans en arrière, avant on avait une relation médecin-patient assez simple, puis après on a évolué vers un transfert à travers la technologie informatique pour pouvoir avoir les dossiers médicaux informatisés, le recueil de données de différentes sources, et est apparu vraiment un add-on qui est l'intelligence artificielle au sens large pour nous aider tant dans l'approche médico-technique que dans l'intégration des différents concepts. Alors, ici, on voulait profiter vraiment de cette collaboration avec Radiomix pour prendre notre responsabilité en tant que praticien des soins de santé, dynamiser les collaborations et vraiment intégrer les différents concepts et les nécessités qui sont présentes au niveau de l'intelligence artificielle en tant que soignant. Donc clairement, notre point de vue en tant que praticien, et c'était un peu ça qui a aussi motivé notre dynamique, c'est qu'on a vraiment besoin d'aide à la décision clinique pour différentes choses, et notamment dans le cadre de la crise de Covid, on avait besoin d'une aide pour le diagnostic, étant donné que, si vous vous rappelez bien, on avait un manque clairement de capacité de testing au début de la crise sanitaire, et la capacité de réponse de Radiomix a été très rapide et nous a vraiment permis d'avoir un nouvel outil diagnostique complémentaire. Là où on voyait vraiment une prise en charge plutôt en silo, donc on faisait une PCR, ça c'était la bactério, on faisait un scanner, c'était la radio, on voyait le patient aux urgences ou aux soins intensifs, c'était les médecins soignants. On a voulu vraiment transversaliser l'approche pour avoir un nouvel outil, un nouvel algorithme plutôt intégré des différents concepts pour pouvoir avoir une approche analytique, une approche transversale des diagnostics de nos patients. Alors, on voulait en fait, à travers ça et au sein de l'institution, vraiment redynamiser l'impact que pouvait avoir l'intelligence artificielle au sein des soins de santé et ne plus voir l'intelligence artificielle comme un outil simple pour les praticiens, mais vraiment partir de notre besoin. Et en l'occurrence, dans le cadre de la crise du Covid, c'était vraiment un besoin au niveau du diagnostic. Alors, on avait mis en place vraiment les différents concepts, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de l'imaging, qu'est-ce qu'on peut faire en approche au niveau diagnostique, est-ce qu'il peut y avoir des modèles biologiques, est-ce qu'il peut y avoir des modèles pronostiques, pour vraiment personnaliser l'approche thérapeutique, l'intégration des données et la décision par rapport au diagnostic. Alors, clairement, pendant la phase de l'épidémie Covid, il y avait beaucoup de patients qui avaient le Covid, et donc c'était une maladie à très haute prévalence, et donc la valeur prédictive positive au niveau du diagnostic était de facto très bonne, étant donné que tous les patients qui se présentaient aux urgences avaient, pour ainsi dire, une infection positive par Covid-19. Et ce qu'il était très important, comme Wim l'a suggéré, c'est de pouvoir identifier les patients négatifs, afin d'une part d'être certain qu'on ne laissait pas rentrer des patients au domicile avec une potentielle cross-contamination au domicile ou avec d'autres personnes à l'extérieur, ou même pour les soignants dans le cadre du flux clinique classique, mais également pour pouvoir bien orienter les mesures sanitaires que nous proposions à chaque patient vraiment en médecine personnalisée. Alors,
La force du projet Covia qui a été mis sur pied assez rapidement, en moins de 6 semaines, comme on vous l'a dit, c'est vraiment une analyse automatisée, un complément d'aide au diagnostic, là où on avait vraiment une carence par rapport à la possibilité de testing, une bonne adhésion au produit par rapport aux différents praticiens, ce qui est souvent un écueil quand on parle d'intelligence artificielle au sein des hôpitaux, étant donné que les cliniciens ne se rendent pas toujours compte de l'impact, de l'intérêt et la façon avec laquelle a été réalisé le produit. Et donc ici, clairement, l'adhésion des praticiens était très bonne. Et donc, comme Wim l'a expliqué, donc on a vraiment eu un élément rapidement mis en place, structuré, et qui nous a permis d'avoir une bonne visibilité sur une probabilité assez importante de ne pas avoir le Covid, vu qu'on a vraiment designé, en fonction des besoins des cliniciens et de la possibilité technique, le modèle en fonction des besoins du moment. Alors, quand on regarde un peu l'évolution des produits d'intelligence artificielle dans le Covid, on nous propose quand même pas mal d'outils en tant que clinicien, notamment des outils qui veulent aider pour le pronostic, mais on se rend compte que la quantification de l'imagerie n'est pas suffisante que pour pouvoir aider au pronostic. Ça peut faire l'objet d'un long débat, mais peut nous aider par exemple dans le diagnostic différentiel en différents éléments infectieux. Et on a poussé les investigations dans le cadre de l'approche du Covid-19 avec Radiomix sur l'approche de diagnostic différentiel, notamment dans la crainte d'épidémies complémentaires par influenza, pour les pneumonies communautaires ou les pneumopathies toxiques, notamment comme on peut le rencontrer dans l'immunothérapie, dans le cancer du poumon, pour aider vraiment le clinicien quand il voit une image au niveau du scanner en dehors d'une phase de prévalence quasi de 100% des patients souffrant de Covid. Ici, on a une prévalence qui est inférieure, on a moins de patients qui arrivent aux urgences qui ont le Covid. Et donc, il va falloir maintenant pouvoir identifier de ces images une probabilité intermédiaire, élevée ou faible de souffrir du Covid. Pourquoi est-ce que ça a un impact pour nous en tant que cliniciens? D'une part, évidemment, pour le flux de l'hygiène hospitalière, évidemment, c'est très important. L'identification de patients en cluster, étant donné que parfois, il y a des clusters hospitaliers qui peuvent se développer. Donc, il y a vraiment un outil de biovigilance là qui a pu être mis en place, et une intégration à travers les différentes pathologies que les patients peuvent présenter, qui peuvent mimer, dans certains cas, les infections par Covid-19. Donc, en résumé, l'ensemble de cette approche nous a permis d'avoir un Early Warning Score en fonction des symptômes des patients, une suspicion clinique, une analyse rapide automatisée de l'image, indépendamment de la compétence du radiologue, du clinicien ou de la personne qui a accès aux données, une aide à la prise de décision et à la gestion intelligente du flux des patients, à la gestion du doute. Quand on n'est pas sûr, l'outil d'intelligence artificielle est venu en add-on par rapport à l'intégration des données cliniques et médico-techniques. L'identification des patients dans le cadre d'imagerie systématisée, notamment dans le cadre du suivi des cancers, l'outil Covia a permis d'identifier des patterns pathologiques rapidement convergents vers une possibilité de Covid-19, et donc nous amener à faire une vigilance accrue pour ces patients, les isoler, les tester, les prendre en charge de manière adéquate. Alors, ici, on travaille plutôt en flux de patients avec une approche en 2 temps. Est-ce que c'est un Covid avec une valeur négative, une prédictive négative très importante pour laisser le patient dans le flux clinique conventionnel, une zone grise où on n'est pas certain, et là où on va vraiment utiliser le Covia comme outil complémentaire pour renforcer l'impression clinique et les données médico-techniques qui sont mises en évidence. Donc c'est vraiment un outil d'aide à la prise de décision, d'aide à la biovigilance, d'aide au diagnostic et d'aide à la prise en charge des patients. Donc clairement, la communication entre les acteurs de la recherche, les praticiens, les cliniciens et les industriels est indispensable pour créer des outils qui sont crédibles pour les soins de santé, utiles et robustes. Ici, clairement, l'exemple du Covid a été une réussite par rapport à cette volonté. On a voulu développer un outil d'intelligence pour les soins de santé, pour les patients, et en fonction d'une demande, avec une capacité de réponse de nos collaborateurs et de nos collègues pour la mise en place, tant pour Radiomix pour le développement du modèle, que pour Osimis pour la création du Gateflow pour pouvoir amener les données jusqu'à l'analyse et les récupérer de manière structurée ou pseudo-structurée. Une coopération et une adhésion qui vont de pair, avec une volonté des différents acteurs de la santé de créer un débat et de créer des outils communs qui ont vraiment une application clinique au quotidien. Donc clairement, nous, on a identifié dans l'institution, à travers un groupe de travail transversal entre les différents services, une volonté claire des différents praticiens hospitaliers au sens large de répondre à une approche, une demande et une nouvelle technologie qui on ne doute pas, va pouvoir nous aider au quotidien dans la prise en charge de nos patients. Super. Merci beaucoup pour cette présentation. J'aurais beaucoup de questions à vous poser, mais je ne peux pas aujourd'hui, donc ça sera pour une autre fois. Je remercie vraiment les orateurs, Wim et Julien de cette présentation. Je vais introduire l'orateur suivant.
Frédéric Lambrecht. Frédéric est cofondateur d'Osimis, qui est le partenaire en fait officiel du logiciel libre d'Ortanque, comme la tour dans Le Seigneur des Anneaux, et qui est le responsable du business development de cette entreprise. Son expérience professionnelle antérieure se situe principalement dans le conseil de la gestion. Pendant plus de 10 ans, il a mené des missions de conseil dans des départements d'informatique du Benelux. Il a dirigé des grands projets transfrontaliers axés sur l'amélioration, la transformation et la réorganisation pour des acteurs majeurs des services bancaires et des valeurs mobilières. Il a également acquis une solide expérience dans la mise en place et la gestion des PMO. Monsieur Lambrecht, la parole est à vous. Présentez-nous Osimis. Très bien, merci Giovanni. Voici donc une brève introduction à Osimis. Donc Osimis a démarré suite effectivement au développement du logiciel Ortanque par Sébastien Jodogne, qui a démarré en 2014 et qui a démarré en 2011 et qui en 2014 a gagné le prix de la Free Software Foundation, qui est le prix le plus prestigieux finalement pour un développeur en open source. Ce prix avait été gagné auparavant par l'inventeur du code Python, Ruby aussi, et la fondation Wikipédia, donc un prix très prestigieux qui a déclenché aussi la création de la société en 2015. Et donc actuellement, nous sommes présents dans 15 pays avec une offre qui se veut double. Tout d'abord, on continue à développer Ortanque en open source, c'est-à-dire que des acteurs majeurs du monde de l'imagerie médicale utilisent Ortanque dans leur processus et dans leurs produits. Nous avons ainsi des comptes comme GE, Variant, mais aussi des fournisseurs de solutions télécom qui s'en servent pour l'hébergement de données dans des clouds européens protégés. Et d'autre part, on a développé sur base d'Ortanque une plateforme qui permet aux hôpitaux d'intégrer leur flux d'imagerie médicale. Je vous en dirai un peu plus tard. Mais avant tout, je voulais vous présenter une présentation relativement high level qui met en exergue pourquoi l'intelligence artificielle a du sens en imagerie médicale. Et donc, pour rendre ça un peu plus ludique, j'ai préparé 3 slides qui vous montrent qu'en fait, il peut être difficile, enfin, quelle est la complexité dans l'imagerie médicale de trouver une erreur, une feature, un problème pour les radiologues. Et donc, et pour aussi mettre en exergue la capacité qu'un ordinateur aura à trouver plus facilement un élément dans une image. Donc ici, on vous demande d'identifier la croix rouge dans cette slide et vous aurez assez facilement trouvé qu'il s'agit de cette petite croix-ci. Dans cette image-ci, on vous demande d'identifier le zéro noir dans l'ensemble d'éléments qui se trouvent ici sur cette slide et vous aurez très facilement trouvé ce zéro noir. Mais lorsqu'on vous demande de trouver le zéro rouge dans un élément, un environnement déjà plus hétéroclite, on va avoir plus de mal. Bon, vous aurez peut-être eu relativement facile à trouver ce petit haut rouge-ci, mais une chose est évidente, ce genre de tâches sont clairement plus facilement réalisées par des machines donc par la vision par ordinateur que par des radiologues. Enfin, que par des humains de manière générale, je veux dire. Et donc, il y a un véritable intérêt pour les radiologues à se servir de ces outils. Et c'est bien la tendance qui est en marche maintenant depuis bien une dizaine d'années. Ici, Curtis Langlotz, c'est le professeur en radiologie de Stanford. Son point de vue, c'est que l'intelligence artificielle ne va pas remplacer les radiologues, mais va plutôt va être nécessaire et que ce sont les radiologues qui utilisent de l'IA qui vont remplacer ceux qui ne l'utiliseront pas. Et puis il y a aussi Geoffrey Hinton qui a fait un statement assez bold il y a déjà 3 ans maintenant, qui disait que
les radiologues sont un peu comme le coyote qui a déjà dépassé le bord de la falaise et qui regarde vers l'arrière et qui ne se rend pas encore compte qu'il est en train de tomber. Donc, il dit qu'il faut arrêter de former des radiologues, en tout cas de les former de la même manière que ce qu'on le fait pour l'instant. Il est urgent qu'ils prennent à bras-le-corps l'outil de l'intelligence artificielle pour améliorer la qualité de leur métier. Ensuite, la deuxième partie de ma présentation portera sur, brièvement, vous expliquer comment on s'y prend pour développer une IA. Je vais vraiment simplifier une fois de plus, mais le but est de donner une compréhension très, très high level. Donc, on veut pouvoir départager des images et dire, et en tirer des conclusions. Est-ce qu'il y a un chat ou un chien dans ces images? Et ici, on va chercher plutôt un chat. Et donc, on va avoir des réseaux neuronaux qui vont être mis en place. Donc, tout simplement, qu'est-ce que ça va faire, ces réseaux neuronaux? On va faire une première analyse sur des images qui va pouvoir nous permettre d'éliminer certaines possibilités. Ensuite, on va voir, par exemple, si on voit des yeux plutôt ronds ou des oreilles plutôt... c'est ce qu'on voit des Wolfspritten, excusez-moi mon français, est-ce qu'on voit des moustaches, voilà, ou pas. Et donc, ça va permettre finalement de trouver le fait qu'il s'agit ici d'un chat. La deuxième partie ici, hein, donc comme je l'ai dit, chaque réseau neuronal va se charger de trouver une feature particulière. Et il y a différentes sortes de features. On peut classifier, on peut localiser, on peut ensuite détecter un objet et on peut aussi segmenter cet objet. Et donc, en enchaînant ces différents réseaux neuronaux, on va pouvoir tirer des conclusions et ainsi aider le diagnostic. L'intelligence artificielle affecte le flux radiologique de plusieurs manières. Donc ici, j'ai brièvement dessiné le flux radiologique de la prise de rendez-vous à la réalisation de l'examen. On va d'abord protocoler, réaliser l'examen. On va pré-processer. Ensuite, on va prioriser le travail diagnostique dans le flux de travail du radiologue. Et ensuite, le radiologue va faire son boulot. On va ensuite envoyer la facture et le patient et les médecins prescripteurs pourront avoir accès. On se rend compte que c'est surtout dans la phase de diagnostic qu'il y a des développements qui se font en matière d'intelligence artificielle, mais pas que. On constate aussi que dans la partie réalisation et acquisition de l'image, qu'il y a pas mal de développements qui se font aussi. Alors, il y a deux tendances principales dans l'imagerie médicale. Il y a tout d'abord des solutions qui se présentent off-the-shelf. Ce sont des solutions toutes faites qui vont permettre à un hôpital d'envoyer l'examen vers cette solution, souvent dans le cloud, et qui va ensuite être réintégré dans le serveur d'imagerie de l'hôpital. Donc, on voit ici le serveur d'imagerie, le dossier patient, et ensuite la solution qui est externe à l'hôpital. Voilà, donc ça c'est une solution qu'on peut implémenter immédiatement. Et ensuite, s'oppose à ça la deuxième tendance qui est celle de développer soi-même de l'IA. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? On va toujours extraire des données du serveur d'imagerie de l'hôpital. On va ensuite les stocker dans un serveur auquel on va pouvoir connecter une plateforme de développement d'intelligence artificielle. Et on va pouvoir, sur cette plateforme-là, développer son IA. Et donc, ça vient en deux phases. D'abord, il faut entraîner les données, donc extraire les données du serveur de l'hôpital. Ensuite, les former. Et ensuite, on va pouvoir utiliser les algorithmes qui ont été créés en routing clinique. Et finalement, ça va ressembler un peu à ceci. À la solution off-the-shelf quand on va l'utiliser en production. J'ai ensuite préparé une slide juste pour vous donner une idée, donc les solutions off-the-shelf, c'est celles qu'on a vues avec Radiomix, hein, la solution Covid
développé par Radiomix, finalement, c'est un peu l'utilisation en production d'un algorithme qui a été développé par Radiomix et qui est ensuite rendu disponible. RoboVision est une plateforme qui permet de développer des algorithmes propres à un hôpital, et donc qui va du coup permettre à l'hôpital de se focaliser sur un besoin clinique très précis en fonction de son besoin. Je compare ici les deux approches. Donc la partie off-the-shelf, on se retrouve avec une solution qui est on appelle ça une turnkey solution. On va faire une solution, un produit. Le coût de cette solution va être stable dans le temps. Tout type d'institutions sont enclines à utiliser ces solutions d'intelligence artificielle. On a un investissement qui est somme toute relativement faible. Ça permet d'avoir un ROI rapide et stable, et ça va remplir des besoins cliniques assez pointus rapidement. Le désavantage, c'est que c'est un one-trick pony, donc on sait faire qu'une chose à la fois, donc il y a moins de flexibilité, et il y a aussi une dépendance avec le vendor. Ensuite, l'approche IA in-house va être une approche beaucoup plus sur mesure. Il va y avoir un coût qui est plus important au début, mais on a plus de flexibilité, on a la possibilité d'aller répondre à des besoins propres à l'institution. Et donc, on se retrouve ici avec des clients qui seront plutôt des centres de recherche, des universités, des hôpitaux universitaires, ou des centres vraiment spécifiques qui se spécialisent dans une pathologie. L'avantage, c'est qu'on peut donc se spécialiser. Le désavantage, c'est qu'il y a un coût plus important et donc un ROI plus variable. La comparaison que je fais parfois, c'est que acheter du off-the-shelf, c'est aller acheter sa pizza chez la pizzeria du coin, alors que le homegrown AI, c'est plutôt un four à pizza dans lequel on va pouvoir préparer ses propres pizzas avec ses propres ingrédients. Alors, je voulais vous montrer à quoi ça ressemble de manière concrète. Donc, pour ce faire, je vais me loguer dans un environnement de démonstration. Je vais peut-être commencer par un algorithme qui est assez rapide. Et donc, on va pouvoir voir ici un examen d'imagerie rayon X. On voit ici une main. Et je vais ensuite lancer un algorithme sur cette image. Et dans quelques secondes, on va pouvoir voir que cet examen a été analysé de manière automatique par un algorithme d'intelligence artificielle qui s'appelle Glimmer, Boneview de Glimmer. Donc, notre plateforme va anonymiser l'examen et va l'envoyer chez ce fournisseur, va ensuite nous renvoyer le résultat que nous allons réidentifier et réintégrer dans nos serveurs d'imagerie médicale de l'hôpital. Donc voilà, en quelques secondes ici, le flux a été réalisé et je vais en voir dans mon serveur d'imagerie médicale. Et on constate que il y a maintenant, en plus de l'image initiale, il y a une seconde image qui est apparue et qui a identifié les fractures dans cette main. Voilà. Peut-être brièvement aussi vous démontrer à quoi ressemble ce que vient de démontrer le docteur Guyot. Donc on a ici un des rapports de OncoRadiomix qui a été processé automatiquement sur base de ce scan ici. Voilà. Je reviens donc à ma présentation. Il y a encore deux problématiques, deux sujets dont je voulais parler. Tout d'abord, les problématiques qu'on rencontre dans les hôpitaux pour adopter de l'IA, et ensuite ce que vient proposer Osimis pour concrètement répondre à ces problèmes. Tout d'abord, il y a un problème d'identifier facilement et clairement
un besoin clinique clair avec un ROI simple qui est convaincant. Évidemment, tout ça est nouveau et donc il faut aller trouver le budget quelque part et il faut s'assurer que toute solution qu'on va implémenter s'assure de soit améliorer le budget, soit pour au moins ne pas dépasser le budget existant. On va vouloir s'intégrer avec plusieurs solutions et donc il va y avoir une complexité à faire un choix, à aussi savoir techniquement comment intégrer plusieurs solutions sans avoir à mettre un stress supplémentaire sur les ressources de l'hôpital, donc des ressources que ce soit informatique, l'administrateur du serveur d'imagerie médicale, le DPO qui, de manière croissante, est aussi consulté pour ce type de problématique parce que finalement, ce sont des données qui quittent l'hôpital et donc ça doit être fait dans les règles de l'art. L'hôpital veut s'assurer de garder une indépendance scientifique. Hein, et on veut aussi avoir un choix le plus vaste possible, avoir la flexibilité de changer de solution si c'était nécessaire. Et enfin, on va vouloir que toute solution qui est intégrée ne va pas altérer la façon de travailler du radiologue. Et donc, ce qu'apporte Osimis avec sa plateforme pour répondre à ces besoins, c'est tout d'abord un seul partenaire pour pouvoir intégrer les différentes solutions d'intelligence artificielle, avec une expertise très forte dans les technologies d'ICOM. Et donc, on va pouvoir intégrer ça de manière fluide dans les flux et les systèmes de l'hôpital. On a une solution qui a fait ses preuves avec Ortank et aussi maintenant la plateforme Osimis, qui vient avec une seule connexion au serveur d'imagerie médicale s'intégrer de manière invisible dans les solutions existantes. Et on va aussi permettre à l'hôpital d'avoir un vaste choix de solutions d'intelligence artificielle et aussi, surtout, de permettre à l'hôpital de tester ces solutions rapidement. Donc, avant de faire un choix définitif, avoir la possibilité de faire une étude soit rétrospective, soit prospective, en comparant le travail manuel avec une solution automatisée en place. Et donc, on vient, en quelque sorte, aussi jouer le rôle de partie tierce de confiance pour tout d'abord intégrer les solutions de manière propre et sécurisée, mais aussi avoir une solution qui soit en règle avec le RGPD. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Lambrecht, pour cette excellente présentation de l'environnement Osimis. Je vais donc maintenant présenter notre troisième orateur, Monsieur Maré, Raphaël Maré, qui est docteur en informatique et qui dirige l'équipe de recherche et développement de cytomine à l'Université de Liège depuis 2010. Il co-dirige les work packages des projets européens liés à la pathologie numérique et à l'imagerie multimodale. Raphaël a donc en effet un doctorat en informatique depuis le domaine de l'apprentissage automatique pour la classification d'images qu'il obtient en 2005 à l'Institut Montefiore de l'Université de Liège. Ses intérêts de recherche sont donc le développement de logiciels collaboratifs, la science ouverte, l'apprentissage automatique et l'IA, et l'application de ces méthodologies sur de grands volumes d'images. Voilà. Monsieur Maré, la parole est à vous. Surprenez-nous. Merci beaucoup pour cette présentation et une invitation au carrefour de l'IA. Donc, je partage mon écran. J'espère que c'est bon pour tout le monde. Donc, effectivement, aujourd'hui, je vais donc brièvement vous présenter nos travaux de recherche qu'on mène depuis 2010 à l'Institut Montefiore à l'Université de Liège. Et donc, je vais vous présenter essentiellement deux outils que nous développons. Des outils collaboratifs d'analyse d'images et je vous présenterai quelques applications de ces outils dans le domaine de la recherche biomédicale. Donc, c'est un peu en amont de tout ce qui a été présenté aujourd'hui, plutôt dans le domaine d'application clinique. Ici, c'est surtout dans le domaine de la recherche biomédicale, donc la recherche de nouveaux traitements, etc.
Et donc, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce domaine, en fait, dans le domaine de la recherche biomédicale, les chercheurs font énormément appel à des méthodes d'imagerie. Donc, ils vont utiliser toutes sortes d'instruments, de microscopes, de scanners, etc., afin d'étudier des phénomènes biologiques, afin d'étudier la réponse au traitement, etc. Et donc, ça implique d'acquérir des grands volumes d'images et ensuite de devoir les analyser. Et ce type d'analyse, en fait, consiste en différentes tâches, que ce soit simplement de la visualisation ou bien de la segmentation d'objets, de cellules, de tumeurs, le suivi de cellules, du développement de cellules, etc., le comptage de cellules et différents types de mesures. Et donc, c'est tout cela qu'on regroupe sous la thématique de l'analyse d'images. Et donc, appliquer des techniques d'analyse d'images dans ce contexte permet donc d'acquérir de nouvelles connaissances, tels que des nouveaux biomarqueurs, ou comprendre des processus biologiques, ou découvrir des nouvelles relations entre échantillons, entre patients qu'on n'avait pas a priori suspectés. Et des résultats indirects, ça peut être aussi de développer des nouvelles techniques d'imagerie, plus précises, plus rapides, et aussi comme résultat indirect, évidemment, de développer des nouveaux algorithmes d'analyse d'image. Alors donc, pour rendre ça un peu plus concret, quand je parle de différentes techniques d'imagerie, ça peut être vraiment très, très varié. Et donc, les chercheurs utilisent des équipements qui acquièrent des données d'image à différentes résolutions spatiales, temporelles ou spectrales. Et dans un domaine qui nous intéresse particulièrement, la pathologie digitale, ça consiste à transformer ce qu'on appelle des lames de verre sur lesquelles ont été préalablement déposés des échantillons, des biopsies. Et donc ça consiste, à l'aide de ces scanners de lames, à générer des images en très haute résolution, donc qui peuvent faire plusieurs dizaines de milliers de pixels ou même centaines de milliers de pixels de haut et de large. Et donc ça représente potentiellement plusieurs gigas de données par image. Et donc on imagine bien la quantité de données que ça peut engendrer, puisque ces scanners de lames peuvent générer de telles images en moins d'une minute. Alors, le fait est donc que ces chercheurs acquièrent ces images, mais il en découle ensuite toutes sortes de tâches d'analyse, comme je l'ai dit. Donc, par exemple, du comptage de cellules ou de la mesure de distance entre différents points d'intérêt dans ces images, du contourage de régions d'intérêt telles que des tumeurs ou différents sous-types de tumeurs, etc. Alors, en réalité, ces tâches d'analyse d'image ne sont pas évidentes, elles demandent beaucoup d'expertise et la combinaison de beaucoup d'outils. Je ne passerai pas trop de temps sur ce slide, malgré le fait qu'il soulève de nombreux problèmes. Mais essentiellement, ce que je veux dire ici, c'est que dans notre labo, on pense que les pratiques actuelles sont peut-être sous-optimales. Et cela découle de différentes problématiques, telles que le fait qu'il y a encore un manque, on pense un manque de partage de données, un manque de partage d'algorithmes, de manière de sorte que quand un chercheur biomédical doit analyser un nouveau set d'images, il ne sait pas toujours quel outil utiliser, quel algorithme utiliser. Il n'a pas toujours les ressources informatiques pour le faire. Et du point de vue du chercheur en analyse d'image, en intelligence artificielle, il n'est pas toujours aussi évident d'avoir accès à des ensembles de données suffisamment grands, suffisamment bien répertoriés et annotés, de sorte que souvent les chercheurs en viennent à développer des outils qui sont un peu trop spécifiques à un problème particulier ou à une technique d'imagerie particulière. Et donc nous, en tant que chercheurs en intelligence artificielle, on aurait besoin de davantage de données annotées. Et donc, ça fait quelques années dans notre labo qu'on propose des outils pour mieux collaborer entre chercheurs biomédicaux et chercheurs en intelligence artificielle. Et ce qu'on propose, en fait, c'est des outils qui permettent de partager des images, partager des annotations qui ont été faites sur ces images, mais aussi partager des algorithmes, les évaluer de manière rigoureuse. Et donc, dans l'ensemble, en fait, ce qu'on propose, c'est d'adopter des pratiques qu'on appelle de sciences ouvertes, donc de partage de données, partage de code, etc., de manière à favoriser la réutilisation de ces outils, leur compréhension,
et leur adaptation à des nouvelles problématiques. Et donc, on en vient maintenant à proposer depuis plusieurs années deux outils. Le principal est Cytomine, donc c'est un logiciel open source et qui est basé sur le web, je vais y revenir, qui permet donc de partager tout cet ensemble de données. Cytomine est décliné en deux versions. Il y a une version officielle qui est maintenue par une société du même nom, Cytomine, et il y a la version dont je vais présenter les features expérimentales aujourd'hui qui viennent de notre laboratoire. Donc cette version consiste essentiellement en la version officielle augmentée de fonctionnalités qui découlent de nos projets de recherche. Et le deuxième outil, c'est Biaflow. C'est en fait une super version Cytomine qui permet c'est une plateforme collaborative mise en place dans le cadre d'un projet européen pour partager et comparer des algorithmes. Donc l'ensemble de ces outils est open source, donc ils sont disponibles librement, gratuitement sur nos sites internet. Donc que permet Cytomine? Donc il permet la collaboration vraiment au travers d'un navigateur internet, un peu comme vous visualisez des images via Google Maps ou vous visualisez des images via YouTube. Cytomine permet d'accéder à distance à des très grands volumes d'images. Donc l'idée, c'est que des institutions peuvent installer un serveur Cytomine. Et dès que cela est fait, ils peuvent transférer leurs images sur ce serveur et les rendre accessibles de manière protégée à leurs collaborateurs dans le monde entier. Et ces collaborateurs peuvent commencer, ici au point D, à noter ces images, c'est-à-dire y délimiter des régions d'intérêt, y mettre des descriptions textuelles, etc. Et l'idée, c'est que cette plateforme ensuite et cet ensemble de données à noter qui ont été produites par les experts puissent être utilisées par des algorithmes d'intelligence artificielle. Donc par exemple ici dans le cadre d'une application où il s'agit de détecter des régions tumorales dans des très grandes images d'histologie dans le cadre du cancer du poumon. L'idée c'est que les experts annotent des régions d'intérêt tumoral et des régions d'intérêt non tumoral, de sorte que des algorithmes de machine learning ou de deep learning puissent être entraînés, comme l'a expliqué Frédéric Lambretz précédemment, puissent être entraînés à reconnaître ce qui distingue ces différentes régions d'intérêt, et puissent alors être appliqués sur d'autres images, des nouvelles images, puisque dans ce genre d'études, les chercheurs ont analysé des centaines, voire des milliers d'images, et donc que ces algorithmes puissent être appliqués et leurs résultats consultés en ligne et éventuellement corrigés de manière à, au final, obtenir des quantifications de mesures de taille de tumeur, etc., qui leur permettent de comprendre les processus biologiques sous-jacents ou les réponses au traitement. Alors, je vais aller assez rapidement sur les fonctionnalités principales de cet outil, mais il permet comme je l'ai dit, de partager des images, de les organiser en projets, d'associer des contrôles d'accès à ces projets de manière à bien délimiter quels collaborateurs peuvent accéder à ces images. Et on supporte toutes sortes d'imageries différentes. Notre principal domaine, c'est la pathologie digitale, mais on travaille aussi avec des images dans tout autre domaine. Une particularité du logiciel Cytomine, c'est qu'il permet vraiment de consulter à distance des très grandes images, comme je l'ai dit, via des techniques du même type que celles de Google Maps ou OpenStreetMaps, qui permettent de zoomer, dézoomer dans ces images. Et on peut aussi, donc, comme je l'ai mentionné, visualiser différents types d'images. Nous avons récemment développé des outils de visualisation multiples qui permettent de visualiser côte à côte différents types d'images. On a des images en lumière visible, des images spectrales, etc., qui peuvent être combinées et donc offrir une meilleure vue sur les échantillons aux chercheurs. Alors au-delà de la simple visualisation, nous avons toute une série d'outils d'annotation qui permettent dans un premier temps, de manière manuelle, de contourer des régions d'intérêt, telles que des régions tumorales, etc., et d'y associer des termes d'un vocabulaire qu'on appelle une ontologie, qui permet donc de structurer ces différents types de régions d'intérêt, et ensuite de constituer des ensembles d'apprentissage pour des algorithmes d'intelligence artificielle, j'y reviendrai. Et l'outil Cytomine donc, est aussi, ce n'est pas une plateforme isolée du reste du monde,
dans la mesure où elle permet en fait d'intégrer des algorithmes qui viennent de toutes sortes d'autres logiciels. Et donc, on permet de rendre accessible via le navigateur web des résultats d'algorithmes qui, a priori, ne sont pas des applications Internet, mais plutôt des applications desktop, donc qui tourneraient uniquement sur votre ordinateur. Mais ici, l'idée, c'est qu'on les encapsule, on les intègre avec des mécanismes de programmation qui permettent donc de les rendre directement exécutables et accessibles sur cette plateforme web. Sur Cytomine, l'ensemble des procédures, des paramètres, des valeurs de paramètres, etc., des versions des librairies qui sont utilisées sont enregistrées en base de données, ce qui permet ce qu'on appelle la reproductibilité. C'est-à-dire qu'il est tout à fait possible de tracer exactement quel algorithme, quelle version d'algorithme, quelle valeur de paramètres a été utilisée, de reproduire ces résultats de manière à favoriser l'échange de connaissances et vraiment d'offrir, par exemple, avec une publication, l'entièreté du code et des données, des images, des annotations qui ont permis de générer ces résultats. Et donc, j'en viens à l'outil Biaflows que nous avons fini de développer l'année passée, qui, lui, est en fait une super couche de Cytomine. Donc, il repose essentiellement sur Cytomine avec des nouvelles interfaces utilisateurs et des nouvelles fonctionnalités qui permettent notamment de faire ce qu'on appelle du benchmarking. Donc, c'est de comparer différents algorithmes qui ont été développés dans des environnements hétérogènes, dans différents langages de programmation, etc. Mais de tous les centraliser et de les comparer en ligne avec ce qu'on appelle des métriques, donc qui mesurent à quel point un algorithme se comporte correctement par rapport à ce qu'on attend de lui, par exemple lors du comptage de cellules, du contourage de cellules. On peut calculer en ligne et comparer à quel point tel ou tel algorithme fonctionne correctement. Alors, donc, je vous ai présenté les deux outils principaux qu'on développe. Maintenant, je vais rapidement passer à l'application de ces outils sur des données biomédicales en recherche. Et donc, ça consiste essentiellement à utiliser ces outils pour répondre à des questions précises. Ici, la première application, donc c'est celle qui a motivé le développement de Cytomine, c'est l'aide à la compréhension du développement de tumeurs. Ici, c'est dans des modèles animaux de souris et on parle du cancer du poumon. Où l'idée, c'est que les chercheurs doivent en fait quantifier la taille de cette tumeur par rapport à la taille de l'échantillon et observer si tel ou tel traitement, telle et telle molécule permet de diminuer ou non la progression de ces tumeurs. Et donc, ça consiste à quantifier la taille de ces tumeurs dans des milliers d'images, ce qui est un travail évidemment qui prend beaucoup de temps et qui est très fastidieux. Et donc, on a aidé ces chercheurs à réaliser ce travail de manière plus rapide en utilisant donc des techniques d'intelligence artificielle où l'idée, c'est de leur avoir demandé d'annoter des images au début manuellement pour ensuite entraîner des modèles de reconnaissance. Ici, ce sont des très grandes images, donc en fait, on ne peut pas appliquer telles quelles des méthodes classiques telles que celles qui ont été présentées précédemment, qui reconnaissent des chats ou des chiens et qui marchent très bien sur des petites images, mais ici, on travaille sur des très grandes images, donc il y a lieu de diviser en quelque sorte le problème en sous-tâches et d'agréger les résultats de ces sous-tâches. Et un aspect important aussi quand on a collaboré avec ces chercheurs, c'est de se rendre compte humblement que nos algorithmes ne sont pas encore suffisamment robustes aux variations d'acquisition, parce que ces images présentent des variations dues à des techniques d'acquisition qui sont différentes, à des colorations, etc., qui sont différentes. Et donc, ce qu'on propose aussi dans nos outils, c'est des outils de reviewing, de proofreading qui permettent aux utilisateurs de corriger les prédictions des algorithmes de manière à avoir une approche qui est hybride entre l'utilisation d'algorithmes qui sont ultérieurement corrigés par des humains. Et l'idée, c'est de faire une boucle comme ça qui au fur et à mesure des applications s'autocorrige et donne des meilleurs résultats. On a travaillé aussi et on continue de travailler dans le domaine avec des chercheurs dans le domaine du développement. Donc ici, ils s'intéressent au développement osseux. Donc c'est sur des modèles animaux, mais évidemment ces recherches ont aussi des retombées potentielles dans le domaine humain. Mais l'idée ici, c'était d'étudier l'effet de différentes, de détecter automatiquement l'effet de différentes substances sur le développement embryonnaire des poissons zèbres.
Et donc, ça revient en une tâche de classification d'images où l'idée, c'est de classer automatiquement les effets, détecter des œdèmes, des effets de morphologie sur ces poissons zèbres. Et donc, on a développé des workflows d'analyse, de nouveau en leur demandant d'annoter manuellement des exemples de différentes catégories d'images, et puis en développant des workflows d'intelligence artificielle qui automatiquement détectent les différents défauts. On est en train aussi, toujours sur les zébrafiches, de développer des workflows pour quantifier d'autres types de structures ici. L'idée, c'est de détecter automatiquement la tête de ces zébrafiches, ainsi qu'une région qu'on appelle l'operculum, et d'en calculer automatiquement le ratio de surface. Et donc, on a utilisé le même genre de principe, annotation manuelle dans un premier temps, puis entraînement de modèles. Et de nouveau, ici, on ne peut pas appliquer tel quel des modèles réseaux de neurones sans rien faire d'autre. On a dû mettre en place des phases de sous-traitement, de focalisation de ces algorithmes dans les régions d'intérêt, de manière à obtenir des résultats suffisamment précis. Et un autre aspect sur lequel on travaille, c'est la robustesse aux procédures d'acquisition. Donc, en fait, ici, on s'est rendu compte qu'au fil des années, les chercheurs utilisent des microscopes différents avec des techniques, des précisions, des résolutions différentes. Et appliquer des modèles entraînés sur un microscope ne fonctionne pas forcément toujours sur d'autres microscopes. Donc, on étudie la mise en place de modèles plus robustes à ce genre de variations. On a travaillé aussi sur ce qu'on appelle la détection de points d'intérêt dans des images. Là, il y a des applications dans de nombreux domaines, de nouveau dans le domaine du développement, mais aussi on peut imaginer une application dans le domaine de la céphalométrie, où il s'agit donc de mesurer automatiquement, de détecter automatiquement des points d'intérêt dans ces images et d'en dériver des mesures morphométriques. Et donc, on a développé différentes méthodes qui sont relativement robustes au changement d'orientation d'échelle que ces images peuvent présenter dans différents laboratoires de recherche. Ce genre de travail a donné des idées à beaucoup d'autres chercheurs qui maintenant nous sollicitent pour analyser d'autres types d'images sur le même principe de la détection des points d'intérêt. Donc, à nouveau, ces chercheurs ont entamé un travail d'annotation manuelle qu'on est en train d'exploiter pour rendre ces quantifications plus automatiques. Enfin, on a aussi fait un gros travail récemment de développement de stratégies de reconnaissance d'objets. Donc, à nouveau, si on applique des modèles qui ont été entraînés sur des chiens ou des chats, ils vont pas si mal fonctionner que ça, je dirais, sur d'autres types d'images de cellules, etc. Mais on a mis en place récemment des techniques qui permettent d'améliorer ces modèles basés sur des techniques d'apprentissage multitâche et de transfert d'apprentissage qui, au final, donnent des meilleurs résultats sur toute une série de différentes problématiques de reconnaissance d'objets, de types de tumeurs, etc. Mon dernier slide technique ici présente un travail qui est toujours en cours depuis plusieurs années, mais on espère bien au final aboutir. Et là, on se rapproche plus du domaine clinique, puisqu'il s'agit d'aider au diagnostic et à la détection de cellules suspicieuses, je dirais, dans des échantillons cytologiques qui en fait se présentent sous la forme d'images de très, très grande taille, 100 000 x 100 000 pixels, dans lesquels il y a plusieurs centaines de milliers de cellules. Et donc la tâche ici consiste à détecter automatiquement, dans un premier temps, ces cellules, et puis de les classer, donc leur attribuer un type morphologique, et en fonction des cellules qui sont détectées dans ces échantillons, les pathologistes, les médecins peuvent établir un diagnostic. Et donc on est en train d'évaluer un workflow complet qui démarre donc de ces très grandes images et produit au final des suggestions de diagnostic. Voilà, donc j'espère vous avoir convaincu de l'intérêt d'approches collaboratives qui mettent ensemble à la fois des chercheurs en biomédecine ou des pathologistes pour annoter des images dans un premier temps,
et des chercheurs comme nous en intelligence artificielle qui ensuite exploitent ces annotations pour construire des modèles qui aident à la quantification d'images, qui aident au diagnostic. Les deux outils que je vous ai présentés sont donc totalement libres d'accès, disponibles donc sur Internet, et vous pouvez les installer dans vos propres institutions. Nous sommes maintenant depuis peu impliqués dans une très grosse initiative européenne qui regroupe plusieurs dizaines de partenaires européens et de sociétés pharmaceutiques pour mettre en place une base de données de millions d'images de pathologies digitales en libre accès et de manière à pouvoir développer des méthodes d'intelligence artificielle plus robustes. Donc c'est le projet Big Picture qui vise aussi à développer donc des outils open source et dont Cytomine sera un des outils centraux. Ici, je vous ai présenté l'utilisation de nos outils dans le domaine biomédical, évidemment, mais on a des chercheurs qui l'utilisent dans tout autre domaine qui implique de l'annotation d'images, comme l'histoire de l'art ou d'autres domaines. Et bien sûr, j'ai dû aller très vite ici. Si vous êtes intéressé par de plus amples informations, y compris des informations plus techniques, on organise 2 séminaires d'une heure et demie sur Cytomine au mois de mai via l'initiative Nebayas Academy. Et je vous remercie pour votre attention ainsi que tous les collaborateurs et les sources de financement, dont la région Wallonne qui a rendu tout cela possible dès 2010. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Marais. Alors, quel webinaire. Nous avons vraiment rassemblé 3 présentations qui ont fait passer des messages clés, des défis et des forces de l'intelligence artificielle en santé et au sens plus large aussi de la médecine. Nous avons eu des présentations qui ont mis en avant l'IA comme un outil au service du clinicien et pas comme la plupart l'ont en tête un potentiel remplacement, un potentiel rival, donc plutôt une IA qui va servir le médecin pour l'aider à effectuer des tâches du quotidien. On a vu l'importance de l'association entre les médecins, les techniciens de l'IA, les entreprises, les universités, afin d'innover de façon durable et qualitative. Nous avons vu l'importance d'innover de façon en sciences ouvertes pour pouvoir permettre une meilleure collaboration. Donc voilà, je trouve qu'au niveau de représentativité du domaine de l'IA, on y est. Je tiens vraiment à remercier donc Monsieur Voss, Guyot, Lambrex et Marais pour la qualité de ces interventions. Je remercie également l'Agence du numérique, le réseau IA, Agoria, l'Infopol Clustertic, les partenaires fondateurs donc, de cette stratégie wallonne en matière d'intelligence artificielle nommée Digital Wallonian for AI, dans laquelle les carrefours de l'IA s'inscrivent, et AI for Belgium, bien évidemment, qui chapeaute le tout. Merci aux partenaires qui donc organisent l'événement, c'est-à-dire le consortium Trail, qui restent donc les universités et les centres de recherche au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Voilà, donc AI for Belgium, encore une fois, qui est cette coalition nationale pour l'IA et qui vise à permettre aux personnes et aux organisations belges de saisir les opportunités de l'intelligence artificielle, mais aussi la WEX et les Hub Digital Wallonia qui contribuent à internationaliser ces webinaires. Alors, les prochains carrefours de l'IA se déroulent le 19 mai de 9h à 10h avec notamment l'intervention de Cathy Brem, directrice adjointe du pôle innovation chez France Télévisions. Je vous invite donc dès à présent à vous inscrire via le lien présent dans le chat ou via la plateforme Digital Wallonia for AI. Je me permets également de vous inviter à vous inscrire à notre webinaire de AI for Health sur l'adoption de l'IA dans les hôpitaux sur base de notre grand baromètre qui va donc sortir très prochainement. Le direct aura lieu le 1er mai, samedi donc. Il sera disponible en replay par la suite, où on aura notamment les représentations du secrétaire d'État au digital Mathieu Michel et du ministre de la Santé Frank van den Broek. Voilà, je tiens encore à remercier à tous les orateurs, les organisateurs et les participants, et je vous souhaite à présent une bonne journée à toutes et à tous.